6 mois en mer, plus de vivres. Les pirates mangent de la viande si pourrie qu'elle empeste tout le navire. Puis ils se mettent à gratter les bernacles de leurs coques et mâcher leurs bottes en cuir pour survivre. Mais quand leurs dents tombent et leurs gencives saignent, il a que la mort les traque. Comment ont-ils échappé au plus cruel ennemi de l'océan ? 6 mois en mer, pas de port, pas de provisions, pas d'aide à venir. Lorsque la nourriture est venue à manquer, les pirates ont dû faire preuve de créativité ou mourir en essayant. Ce qu'ils ont inventé a repoussé les limites du courage et de la résistance de l'estomac. Bienvenue dans l'art de rester en vie en haute mer. La vie en mer n'était pas seulement une question de trésors enfouis et de duels dramatiques à l'épée. Parfois, la plus grande bataille que les pirates affrontaient était contre leurs propres estomacs grognants. Quand on est coincé sur un vieux navire en bois qui craque pendant des mois, avec rien d'autre que des vagues infinies autour de soi, la nourriture devient plus précieuse que l'or. Les pirates n'étaient pas vraiment connus pour leurs expériences culinaires 5 étoiles, mais ils étaient des maîtres dans l'art de faire durer leurs provisions. Leurs produits de base feraient s'évanouir n'importe quel nutritionniste moderne. Des biscuits durs appelés hardtack, de la viande salée qui pouvait vous casser les dents et des haricots si secs qu'ils pouvaient servir de munitions en cas de besoin. Le secret de leur survie résidait dans leur système de rationnement rigoureux. Chaque pirate recevait une portion quotidienne mesurée qui ferait passer les diététiciens d'aujourd'hui pour de véritables maîtres de banquet. Une ration quotidienne typique inclut environ un demi-kilo de viande quand elle était disponible. Quelques morceaux de hardtack et bon, s'ils avaient de la chance, des haricots ou des pois secs. L'eau était encore plus strictement contrôlée. Chaque pirate recevait environ 1 litre par jour. Cela devait couvrir à la fois la boisson et les tentatives désespérées d'hygiène personnelle. Le hardtack mérite une mention spéciale. Ce n'étaient pas les biscuits de votre grand-mère. Fabriqués à partir de farine, d'eau et parfois de sel, ces biscuits étaient cuits pour devenir presque indestructibles. Les pirates devaient les faire tremper dans l'eau ou du rhum juste pour éviter de se casser les dents. Le trempage servait également à faire remonter les inévitabilités comme les vers et les teignes à la surface. Comme le disait la vieille blague de marin, si vous tapez le biscuit sur la table et que les vers ne sortent pas, un mois c'est trop pourri pour être mangé. Mais les véritables aventures culinaires commençaient lorsque la nourriture commençait à se gâter. Les pirates ont développé ce que l'on pourrait appeler des techniques de préservation alimentaire créatives. Lorsque leur viande salée devenait verte avec de la moisissure, ils ne la jetaient pas par-dessus bord. Ce serait du gaspillage. Au lieu de cela, ils enlevaient les parties moelleuses, la faisaient bouillir jusqu'à ce qu'elle ne sente plus si mauvais et l'appelaient dîner. Le récit d'un marin de 1589 décrivait la viande comme si putride que nous pouvions la sentir d'un bout du navire à l'autre. Parlait d'une chambre avec une ambiance. Les cuisiniers du navire devenaient des experts pour masquer le goût de la nourriture avariée. Ils ajoutaient toutes les épices ce qu'ils pouvaient trouver, créant des concoctions qui ne feraient jamais leur chemin dans une émission de cuisine moderne. Un plat populaire s'appelait l'obscouse, un ragoût fait de morceaux de viande récupérables, de miettes de biscuits du navire et de tout ce qui était disponible. La recette semblait être: si ce n'est pas complètement pourri et que cela ne vous tuera pas immédiatement, jetez-le dans la casserole. Le stockage de l'eau était un autre défi en soi. Gardée dans des tonneaux en bois, l'eau potable finissait par devenir verte et visqueuse. Les pirates ont appris à la boire sans trop la regarder, ajoutant souvent des touches de rhum, non seulement pour le goût, mais dans l'espoir que l'alcool pourrait tuer ceux qui vivaient là-dedans.
talent. Un capitaine créatif aurait même dit à son équipage que les choses qui se tortillaient dans l'eau étaient de la protéine supplémentaire. Un exemple précoce de pensée positive. S'il en existe un, l'aspect le plus impressionnant de tout cela n'était pas seulement la capacité des pirates à survivre avec de telles provisions. C'était leur ingéniosité à faire durer ces approvisionnements le plus longtemps possible. Ils ont développé des techniques de préservation qui, bien que non approuvées par la FDA, les maintenaient en vie lors de longs voyages. La viande était fortement salée et stockée dans des tonneaux. Les légumes étaient marinés ou séchés et même les fruits étaient préservés lorsque c'était possible, bien que cela soit rare. Les chiffres derrière ces tactiques de survie étaient stupéfiants. Un navire pirate transportant 200 hommes pouvait épuiser 1000 livres de nourriture en une seule semaine. Même avec les méthodes de préservation les plus avancées de leur temps, les stocks alimentaires avaient une fâcheuse habitude de s'épuiser plus vite que prévu. La viande salée pouvait durer 3 mois si vous aviez de la chance. Le hardtack pouvait survivre 6 mois si les vers ne le réclamaient pas d'abord, et les haricots secs pouvaient tenir 4 mois s'ils étaient rationnés avec soin. Les équipages de pirates les plus performants comprenaient vite qu'aucun niveau de rationnement minutieux ne pourrait changer un fait simple. Un équipage affamé était un équipage dangereux. Lorsque les provisions commençaient à diminuer et que les tonneaux devenaient vides, même les capitaines les plus expérimentés savaient mal qu'il était temps de faire autre chose pour survivre. Lorsque vos réserves alimentaires sont faibles et que l'épicerie la plus proche se trouve à plusieurs centaines de miles dans l'océan, il faut devenir créatif. Les pirates n'attendaient pas simplement une intervention divine. Ils prenaient les choses en main, développant un système astucieux qu'ils appelaient un poliment acquisition de ressources. Les pirates les plus performants ne recherchaient pas toujours des galions espagnols chargés d'or. Leur cible principale, de modestes navires marchands transportant quelque chose de bien plus précieux que des métaux précieux, de la nourriture réelle, ces navires de ravitaillement, souvent en route vers des colonies, étaient les supermarchés flottants de leur époque. Un seul raid réussi pouvait rapporter des tonneaux de morue salée, des sacs de farine, des meules de fromage et des caisses de fruits secs. Un équipage de pirates particulièrement chanceux en 1516 captura un navire marchand transportant suffisamment de nourriture pour nourrir toute leur équipe pendant 6 mois, y compris, à la grande joie de tous, 12 tonneaux de vin et une meule de fromage plus grande que le bar de leur navire. Les pirates devenaient des experts dans le suivi de ces routes d'approvisionnement. Ils savaient exactement quand les navires marchands quittaient les ports européens chargés de provisions. Et ils étudiaient les conditions météorologiques pour prédire où ces navires pourraient chercher refuge pendant les tempêtes. Certains équipages maintenaient même des réseaux d'informateurs dans les villes côtières. Ces contacts les avertissaient des navires particulièrement bien approvisionnés qui prenaient la mer. Les raids eux-mêmes nécessitaient une planification minutieuse, contrairement aux versions dramatiques d'Hollywood. La plupart des pirates préféraient monter prendre des navires sans tirer un seul coup de feu. Leur tactique préférée, une simple intimidation. Un capitaine marchand, confronté à un équipage de pirates affamés, prenait généralement la sage décision de remettre ses provisions plutôt que de risquer un combat, comme l'a écrit un capitaine marchand capturé dans son journal. Ils ont pris notre bœuf salé et notre hardtack, mais nous ont laissé assez pour atteindre le port. Je considère cela comme un échange équitable pour garder ma tête sur les épaules. Les établissements côtiers étaient une
autre cible. Bien que ces raids nécessitaient davantage de finesse, les pirates envoyaient souvent des éclaireurs à terre déguisés en marins ordinaires pour évaluer quel village avait les meilleures provisions. Ils ne cherchaient pas seulement de la nourriture stockée, le bétail était un prix particulièrement précieux. Un équipage pirate en 1718 s'est emparé d'un troupeau entier de moutons sur une île des Caraïbes. La logistique de ces raids était étonnamment complexe. Les pirates devaient s'assurer d'avoir suffisamment d'espace de stockage pour leurs nouvelles provisions acquises. Plus d'un équipage trop ambitieux s'est retrouvé avec un butin réussi, mais aucune place pour le stocker. Un journal d'un capitaine pirate de 1625 raconte l'histoire amusante de devoir retourner 3 cochons dans un village côtier parce qu'il ne savait pas où les garder sur le navire. Le chef du village aurait été si amusé par le retour penaud des pirates qu'il aurait ajouté quelques poules comme prix de consolation, beaucoup plus faciles à stocker. La météo jouait un rôle crucial dans ces missions de collecte d'approvisionnement. Les raids apprenaient à synchroniser leurs attaques avec les saisons. L'été signifiait plus d'heures de lumière pour les raids, mais signifiait également que la nourriture se gâtait plus vite, car les raids d'hiver étaient plus délicats à exécuter, mais offraient de meilleures conditions de préservation. Un équipage de pirates astucieux se spécialisait dans les raids d'hiver précisément parce que la viande congelée durait plus longtemps, bien qu'ils devaient faire face à des cordes gelées et à des ponts glissants. Les pirates les plus performants développèrent une réputation d'être sélectifs dans leurs cibles et relativement justes dans leurs relations. Ils comprenaient que brûler des ponts n'était pas bon pour la survie à long terme. À certains équipages établirent même des accords informels avec certaines communautés côtières en protection contre d'autres pirates en échange d'un accès fiable aux provisions. Un gouverneur des Caraïbes se plaignait un jour dans une lettre qu'il ne pouvait pas dire si les pirates locaux faisaient du racket de protection ou un service de livraison alimentaire primitif. Les chiffres racontent une histoire intéressante. Les archives historiques suggèrent que environ 10% des raids pirates étaient principalement axés sur l'acquisition de fournitures plutôt que sur le trésor. Un navire bien approvisionné valait plus qu'une cale pleine d'or. Après tout, on ne peut pas manger des pièces. Un célèbre capitaine pirate était connu pour échanger des biens de luxe capturés avec des marchands en échange de fournitures de base, établissant ainsi une blague parmi son équipage selon laquelle il dirigeait une entreprise commerciale très agressive plutôt qu'un navire pirate. Toutes ces opérations élaborées de collecte d'approvisionnement fonctionnaient trop bien quand les mers étaient animées de navires marchands et que les établissements côtiers étaient à portée de main. Mais que se passait-il lorsque les pirates se retrouvaient dans des eaux plus vides, loin de toute cible potentielle? C'est alors qu'ils devaient se tourner vers une autre source alimentaire, mer. Le plus grand buffet du monde, l'océan lui-même. Bien sûr, ce restaurant particulier avait quelques méthodes de service intéressantes, des éléments de menu douteux et une politique de non-remboursement absolu. Les bases de la pêche à bord d'un navire pirate auraient fait grincer des dents n'importe quel pêcheur professionnel. Essayez de lancer une ligne alors que votre lieu de pêche dérive avec les courants, que votre pont penche à chaque vague et que la moitié de votre équipage essaie de ne pas perdre son petit déjeuner par-dessus bord. Le journal d'un pirate de 1522 notait « Aujourd'hui, je n'ai rien attrapé, sauf le chapeau du capitaine. » Les poissons semblaient avoir meilleur sens que de mordre. Les pirates ont développé leur propre technique de pêche unique. De grands filets étaient traînés derrière les navires pendant les périodes de calme, bien que cela résultât parfois en capture dont personne ne savait vraiment quoi faire. Un équipage a remonté un filet plein de méduses et a passé l'heure suivante
à débattre pour savoir s'ils avaient désespérément faim au point d'essayer de les manger. Alerte spoiler, oh c'était le cas. Le cuisinier du navire s'est fait une réputation pour rendre les méduses un peu comestibles en les faisant bouillir avec toutes les épices qui lui restaient, bien que l'équipage convienne que sa créativité culinaire avait peut-être dépassé les bornes. Le harponnage est devenu un sport populaire parmi les équipages de pirates, particulièrement lorsque de plus gros poissons étaient aperçus. La vue d'un thon ou d'un espadon envoyait l'ensemble de l'équipage à la recherche de positions. Les archives historiques mentionnent des compétitions non officielles entre navires où les équipages pariaient sur qui pourrait attraper le plus gros poisson. Un équipage particulièrement ambitieux en 1719 réussit à harponner une petite baleine, bien que leur célébration victorieuse fut de courte durée lorsqu'ils réalisèrent qu'ils n'avaient aucune idée de comment la faire monter à bord ou de ce qu'il fallait faire avec autant de viande avant qu'elle ne se gâte. Les requins étaient à la fois des prises redoutées et recherchées. Certains pirates croyaient que manger de la viande de requin leur conférerait la force et la férocité de la créature, bien que la plupart se contenteraient simplement de remplir leurs estomacs. Monter un requin à bord nécessitait un travail d'équipe qui impliquait souvent plus de jurons que de techniques de pêche réelles. Le journal d'un navire décrit un incident mémorable. 3 hommes ont tiré le requin pendant que 20 se tenaient autour, offrant des conseils utiles. Les conseils utiles n'ont pas empêché le requin de mordre une botte. Le véritable défi n'était pas d'attraper le poisson, c'était de le garder comestible. L'équipage pouvait sortir des centaines de livres de poissons en une bonne semaine, mais sans emballage approprié, leur festin pouvait se transformer en désastre au bout de 3 jours. Les pirates devenaient des experts en méthodes improvisées de conservation. Le poisson était rapidement vidé, salé et laissé sécher au soleil sur des cordes tendues sur le pont. L'odeur était apparemment mémorable au point qu'un capitaine écrivait « Le navire a maintenant 2 arômes distincts, pirate non lavé et poisson en train de sécher. Je ne suis pas sûr de lequel des deux est pire. » Les algues sont devenues un ajout inattendu à l'alimentation pirate. Initialement collectées par accident dans des filets de pêche, certains équipages découvrirent qu'elles étaient réellement comestibles. Bien que cela ne ressemble pas à un festin, les algues avaient l'avantage d'être abondantes et impossibles à trop cuire. Un cuisinier de navire créatif a lancé une brève tendance consistant à envelopper le poisson dans des algues avant de le cuire, inventant accidentellement une version primitive de sushi qui probablement ne gagnerait aucun prix culinaire. Les enregistrements les plus fascinants proviennent de temps désespérés où la pêche traditionnelle ne suffisait pas. Les pirates mangeaient des choses qui feraient s'évanouir les inspecteurs de sécurité alimentaire modernes, des oursins de mer crue, des créatures mystérieuses, des profondeurs remontées dans les filets et même des pétoncles grattés de leur propre coque. Un médecin de bord en 1721 écrivait « Les hommes ont commencé à manger tout ce qui bouge dans l'eau et plusieurs choses qui ne bougent pas. Je n'ai plus de médicaments pour les problèmes d'estomac. » En termes de chiffres purs, une opération de pêche réussie pouvait rapporter d'impressionnantes quantités de nourriture. Les dossiers montrent qu'un navire pirate réussit à attraper et à conserver plus de 500 livres de poissons en une seule semaine productive. Cela peut sembler beaucoup, mais avec un équipage affamé de 100 hommes, c'était à peine suffisant pour nourrir tout le monde pendant quelques jours. Le véritable défi n'était pas seulement la quantité. Les vieux briscards, qui avaient passé des décennies en mer, savaient que la survie nécessitait plus que simplement remplir les ventres de tout ce qui passait. Chaque mois qui passait apportait de nouvelles leçons sur ce dont le corps humain avait besoin pour endurer la vie sur les vagues.
des mois en mer prenaient leur péage sur les équipages de pirates d'une manière étrange et terrifiante. D'abord vinrent les gencives qui saignent, te transformant des tâches simples comme manger du hardtack d'un désagrément à quelque chose de carrément douloureux, puis les dents commencèrent à bouger dans leurs sockets. Une blague particulièrement cruelle pour les pirates qui avaient besoin de paraître redoutables. Enfin, de vieilles blessures se rouvraient mystérieusement et de nouveaux bleus apparaissaient de nulle part. Le coupable, une maladie sournoise appelée scorbut. Le scorbut était l'histoire d'horreur des hautes mers, tuant plus de marins au XVIIe et XVIIIe siècle que les tempêtes, les naufrages et les combats à l'épée réunis. Le journal d'un capitaine de 1142 le décrivait comme une peste pire que n'importe quel canon espagnol. Et les chiffres racontent une histoire sombre. Certains selon voyagent car ont tant perdu jusqu'à 60% de leur équipage face à cet ennemi invisible. Les pirates ne savaient peut-être pas ce qu'était la vitamine C, mais ils savaient que quelque chose n'allait pas lorsque leur équipage commençait à tomber en lambeaux, littéralement. Le spectacle d'un marin dur comme un roc en train de pleurer parce que ses dents sont tombées pendant qu'il mangeait était suffisant pour rendre n'importe quel capitaine désespéré de trouver des solutions. Un pirate capitaine créatif a établi une règle selon laquelle tout raid côtier devait inclure la récupération de chaque arbre fruitier en vue, lui valant le surnom de Citrus Pete parmi son équipage. La recherche d'un remède a conduit à des expériences assez folles. Certains équipages croyaient que boire de l'eau de mer en petite dose pourrait aider. Cela ne fonctionnait pas, à moins que vous ne comptiez le fait de rendre tout le monde misérable comme une forme d'aide. D'autres ont essayé de faire du thé avec des fibres de cordage, ce qui goûtait probablement à peu près aussi bon que cela en avait l'air. Un équipage particulièrement désespéré tenta de guérir leur scorbut en mangeant leurs bottes en cuir, raisonnant que si les écorces d'agrumes fonctionnaient, d'autres écorces pourraient son ail aussi. Étonnamment, cela n'était pas complètement fou. Peut-être le cuir contient de la vitamine C, bien qu'il n'y en ait probablement pas assez pour justifier de manger ses chaussures. Les aiguilles de pin sont devenues un héros inattendu dans la lutte contre le scorbut. Certaines tribus autochtones ont appris aux pirates que ces vers épineux contenaient quelque chose qui gardait la redoutée maladie à distance. Les équipages avisés se procuraient des aiguilles de pin chaque fois qu'ils atteignaient la terre, les préparant en thé qui avait le goût d'un Noël qui aurait mal tourné tout en aidant à garder leurs dents en place. Un médecin de bord écrivit « Les hommes se plaignent du goût, mais ils se plaignent encore plus de perdre leurs dents, donc ils boivent quand même. » Les raids côtiers prirent une nouvelle en l'âme, mais lorsqu'ils comprirent l'importance de la nourriture fraîche, les pirates devenaient des botanistes étonnamment bien informés, capables d'identifier les plantes riches en vitamine C d'un simple coup d'œil. Ils pillaient des villages non seulement pour l'or, mais aussi pour les jardins. Des archives historiques mentionnent un équipage de pirates qui a volé un verger entier de citronniers, peaux inclus, parvenant à les garder en vie sur le pont pendant des mois. L'équipage a survécu, bien que leur capitaine se soit plaint que les maudits arbres prenaient plus de place que le trésor. Certaines des équipages les plus innovantes ont essayé de jardiner en mer. Elles remplissaient des tonneaux de terre durant les raids terrestres et tentaient de faire pousser des herbes et de petits légumes sur le pont. La plupart de ces jardins flottants échouaient misérablement et bien qu'un équipage réussit à garder un petit coin d'herbe en vie pendant plusieurs mois, leur secret, ils utilisaient le ragoût de poisson rejeté par le cuisinier comme engrais, efficace, mais apparemment l'odeur rendait la garde près du jardin une tâche impopulaire. Les contes racontent d'une boisson mystérieuse fermentée que certains pirates ont concoctée avec n'importe quel produit végétal qu'ils pouvaient trouver.
La recette variait d'un navire à l'autre, mais consistait généralement à laisser des épluchures de fruits, des pelures de légumes et tout ce qui était vert trempé dans l'eau jusqu'à ce que cela commence à bouillonner. La potion résultante ne gagnerait probablement aucun prix lors d'une dégustation de vin, mais elle les aidait à garder le scorbut à distance. Le journal d'un navire note: les hommes ont nommé cette concoction la vengeance de Poséidon, bien que l'on ne sache pas si cela concernait ses effets sur le scorbut ou sur leurs estomacs. Pour toutes leurs tentatives créatives de prévention, le remède le plus fiable restait d'atteindre la terre ferme et de trouver de la nourriture fraîche. La simple vue d'une côte verte pouvait raviver le moral d'un équipage frappé par le scorbut. Les archives parlent d'un navire pirate ayant fait un arrêt d'urgence sur une petite île et l'ensemble de l'équipage a passé 3 jours à ne rien faire d'autre qu'à manger des fruits frais. Le médecin du navire a noté avec amusement qu'il n'avait jamais vu des hommes si excités par des légumes. Entre la lutte contre les maladies et le fait de garder tout le monde nourri, le travail d'un capitaine pirate n'était jamais fini. Survivre pendant des mois en mer nécessitait plus qu'une bonne planification et de la débrouillardise. Un pirate affamé était un pirate dangereux, mais un équipage conduit à la folie par des mois et en mer était le pire cauchemar de tout capitaine. L'horizon infini, l'espace confiné et l'inquiétude constante concernant le prochain repas pouvaient briser même les marins les plus endurcis. C'est là que l'art véritable du leadership pirate entre en jeu. La fondation de la survie était le code des pirates. Pas seulement un ensemble de directives concernant le partage des trésors, mais des règles strictes concernant la distribution des aliments. Ce n'étaient pas des suggestions écrites dans un langage élégant, ce étaient des lois de survie gravées dans la culture même du navire. Voler de la nourriture dans les magasins communs était souvent puni plus sévèrement que de voler de l'or. Après tout, vous ne pouvez pas manger de l'or quand vous êtes échoué en mer. Un capitaine particulièrement astucieux en 1723 a créé ce qu'il appelait la règle des ventres égaux. Tout le monde, du matelot le plus bas au capitaine lui-même, recevait exactement la même ration alimentaire. Lorsque son équipage a questionné pourquoi il abandonnerait le privilège traditionnel du capitaine d'avoir de meilleurs repas, il a répondu: un capitaine avec un ventre plein commandant des hommes affamés se retrouve bientôt ni plein ni capitaine. La règle a resté et son équipage a gardé une loyauté notable tout au long de plusieurs voyages brutaux. Les pirates devenaient des maîtres pour se distraire de leurs estomacs grognants. Les chants de mer n'étaient pas seulement des chansons amusantes, ils étaient des outils de survie. Travailler devenait plus facile lorsque tout l'équipage chantait ensemble et il est difficile de se battre avec vos camarades d'équipage quand vous essayez de vous souvenir du prochain couplet de Que faire d'un marin ivre. Un journal de bord mentionne une compétition où les équipages inventaient de nouveaux couplets sur leurs estomacs vides, transformant leur misère en divertissement. Les paris prenaient un nouveau sens lors de longs voyages. Les pirates pariaient leurs futures rations dans des jeux de cartes, créant une économie entière basée sur la nourriture. Les capitaines avisés permettaient cela avec des limites. Cela donnait aux hommes l'espoir que le repas de demain pourrait être plus copieux, même si celui d'aujourd'hui était modeste. Bien qu'un capitaine ait dû ajouter une règle contre le pari de plus de 3 jours de nourriture après qu'un marin particulièrement malchanceux ait perdu 2 semaines de repas dans un seul jeu de cartes. Les équipages de pirates les plus performants traitaient leur navire comme des villages flottants,
avec leurs propres traditions et célébrations. Ils marquaient le temps non seulement par la lune et les étoiles, mais par de petites victoires, des jours de pêche réussis, la survie à des tempêtes ou la découverte d'un tonneau de rhum qui n'était pas devenu mauvais. Une équipage créative a lancé la tradition des vendredis de fête et de famine, où ils célébraient soit d'avoir de la nourriture, soit de se moquer de ne pas en avoir. Le cuisinier du navire notait que le rire remplit un ventre vide mieux que les plaintes. Les registres de divers navires pirates révèlent un schéma intéressant. Les équipages qui maintenaient une forte unité avaient un taux de survie presque deux fois supérieur à celui des navires où la discipline était tombée en déclin. Un document de 1735 raconte l'histoire d'un capitaine qui a renoncé à ses propres rations pendant 2 semaines pour nourrir des membres malades de l'équipage, gagnant une telle loyauté que ces hommes l'ont suivi pendant 3 autres années de voyages brutaux. Les histoires les plus fascinantes viennent des équipages qui ont transformé la survie elle-même en une source de fierté. Ils ont créé des rituels élaborés autour des repas, considérant même la plus petite portion de poisson salé comme un festin digne des rois. Le journal d'un navire décrit comment il se relaie pour raconter des histoires pendant les repas. Le meilleur conteur gagnant une petite portion supplémentaire. Cette pratique non seulement faisait durer en retard les billets et les repas maigres, mais maintenait le moral de l'équipage pendant les périodes les plus difficiles. Les pirates, ayant vécu des mois en mer, ont appris que la survie ne consistait pas seulement avoir suffisamment de nourriture. Il s'agissait de garder son humanité lorsque l'océan semblait déterminé à l'emporter. Les équipages qui restaient soudés, partagés équitablement et gardés en leur sens de l'humour étaient ceux qui réussissaient à traverser les plus longs voyages. Chaque vétéran savait que l'unité d'un équipage valait plus que toute la nourriture dans la cale d'un marchand. À travers les tempêtes et le calme, la fête et la famine, ces marins ont créé une culture de survie qui ferait honte aux exercices de consolidation d'équipes modernes. Leurs méthodes n'étaient pas toujours belles, leurs blagues n'étaient pas toujours propres et leurs solutions n'étaient pas toujours orthodoxes, mais ils faisaient ce qui devait être fait pour garder leurs équipages en vie et principalement sains d'esprit sur l'horizon bleu infini.